Donc, nous voilà à une autre présentation de cet après-midi. Madame Monique Catherine de Sèvres nous fera cette présentation. Elle détient un doctorat en sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Depuis 2015, elle exerce les fonctions de chargée d'encadrement à l'Université TÉLUQ à Québec. Elle est également tutrice dans cet établissement depuis 2006 et depuis 2010 à la Cité en Ontario. Elle enseigne aussi à l'occasion à titre de chargée de cours contractuelle au Cégep de Drummondville. Et à l'international, elle a effectué quelques missions universitaires en enseignement en présentiel à Abidjan, Côte d'Ivoire, au cours de la décennie 2000. Alors, Madame de Sèvres nous parlera de la gestion du changement chez les praticiens et praticiennes en formation à distance. À vous la parole, Madame. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais remercier très sincèrement le REFAD pour avoir accepté ma communication et vous la présenter aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier l'Université TÉLUQ pour son soutien financier, à la fois pour mon déplacement et pour la préparation de cette communication qui devrait éventuellement donner lieu à la rédaction d'un article. Donc, je vais vous présenter pour commencer, je vais vous présenter le petit plan de ma présentation. Donc, j'ai pour commencer un questionnement pour vous sur lequel j'aimerais qu'on revienne à la fin de ma communication. Mes objectifs de recherche, les résultats d'une étude de cas, la conclusion et finalement la discussion si vous voulez bien discuter avec moi de mon sujet. Donc, voici mon questionnement. Donc, en fait, le questionnement, c'est qu'implique le passage en présentiel, le passage de l'enseignement en présentiel à la FAB, à la formation à distance, pour les praticiens et praticiennes en formation à distance. En fait, quand on a eu l'annonce du REFAD pour la présentation, l'appel d'offres de communication, j'ai réfléchi à qu'est-ce que ça impliquait la gestion du changement en formation à distance. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée, si on veut, de poser ce questionnement et d'aller enquêter pour trouver des réponses à ce questionnement. Et j'aimerais, à la fin de la présente communication, que vous aussi, vous partagiez vos expériences. Alors, l'idée de ce questionnement-là, c'est, comment je pourrais dire, c'est de voir comment s'effectue le passage de l'enseignement en présentiel à l'enseignement à distance, mais de le considérer au niveau des praticiens et praticiennes en formation à distance, mais dans une, comment dire, dans une approche bien spécifique, à savoir que je me suis intéressée plus particulièrement aux personnes qui vont faire ce passage-là d'avoir enseigné en présentiel pour en venir à enseigner plus en mode virtuel. Donc, j'ai voulu voir qu'est-ce que ça impliquait comme nouvelle façon de faire, comme nouvelle façon de travailler. Parce que depuis la décennie 2000, si on veut, la formation à distance est de plus en plus en croissance et on assiste quand même à un changement important. Et ce changement-là, ce que ça implique, c'est, comment je pourrais dire, c'est que les gens vont aussi travailler d'une manière différente qu'on peut, comment dire, voir dans le cadre du télétravail. Alors, l'idée, c'est d'aller voir comment s'effectue ce passage-là au niveau du praticien quand il quitte finalement l'enceinte de l'établissement pour faire davantage du télétravail. On pourrait poser le même questionnement pour toute autre catégorie professionnelle qui travaille au sein d'une entreprise et qui va faire travailler dans le cadre du télétravail. Alors, donc, dans ce contexte-là, le tutorat s'impose comme une pratique pédagogique. Les praticiens et praticiennes
dans mon cadre d'observation. Ça inclut bien sûr les gestionnaires, directeurs, directrices, concepteurs, conceptrices pédagogiques, les agents de livraison de cours, coordonnatrices, techniciens, techniciennes en informatique, et ainsi de suite. Mais moi, je me suis intéressée plus particulièrement aux praticiens et praticiennes en tutorant, en formation à distance, parce que ce sont les acteurs qui sont quand même les plus visibles auprès des apprenants. Ils interviennent directement auprès des apprenants, que ce soit pour la correction des travaux, pour le soutien pédagogique et ainsi de suite. Donc, délibérément, j'ai choisi de m'intéresser à ce groupe professionnel là, mais c'est bien certain qu'il y a d'autres, les praticiens et praticiennes en formation à distance, ça englobe quand même une variété de catégories socio-professionnelles. Alors, pour commencer, j'ai fait une petite revue de littérature afin de voir comment on pouvait percevoir, comment dans la littérature, si on veut, la gestion du changement, elle est appréhendée dans le cadre de l'enseignement, mais plus particulièrement de ce passage du présentiel à la formation à distance. Alors, ce qu'on peut observer ici à l'écran, j'ai retenu ces aspects-là sur lesquels il y a un changement aussi qui éventuellement aura à être géré par le praticien ou la praticienne. Alors, on a 6 thématiques présentées à l'écran: l'espace de travail, le temps professionnel, l'exercice professionnel, le temps d'apprentissage, l'engagement dans la réussite académique et la marge d'initiative. Alors, l'espace de travail, juste pour donner une idée dans quelle mesure on peut parler de changement. Donc, l'espace de travail, la classe traditionnelle en présentiel versus la classe virtuelle en formation à distance, le temps professionnel, donc les activités d'encadrement qui sont très structurées en présentiel versus un tout autre temps de découpage du temps de travail quand on est en mode virtuel. On a un autre découpage qui est très dépendant de la manière dont la formation est offerte. L'exercice professionnel. En présentiel, si on se place du point de vue de l'enseignant, c'est une pratique d'une certaine façon de travail qui est quand même assez individuelle dans la mesure où l'enseignant ou l'enseignante prépare la matière, prépare le matériel didactique, les activités notées, etc. Alors qu'en virtuel, on est plutôt dans le cadre de pratiques de travail collectives dans la mesure où le produit du travail est le produit d'une équipe de travail. Le cours, il est conçu par une équipe, que ce soit par exemple les concepteurs pédagogiques, les experts de contenu, etc., etc. Donc, c'est toute une autre dynamique qui s'installe au niveau de l'exercice professionnel. Les temps d'apprentissage aussi qui sont différents. Période de cours fixe pour le présentiel versus apprentissage autonome dans un environnement d'apprentissage dans la mesure où on n'a pas cette figure d'autorité qu'on retrouve, disons, en présentiel avec l'enseignant en classe, devant une classe, avec des étudiants assis à leur chaise devant une table. L'engagement dans la réussite académique, la figure d'autorité, le soutien à l'apprentissage, ça aussi, on note une différence. Cette figure d'autorité-là, elle est moins présente, si on veut, en mode virtuel. On parle davantage de soutien à l'apprentissage et d'accompagnement. Et la marge d'initiative qui est, en fait, quand même aussi différente. La préparation pédagogique continue en présentiel et c'est plus une préparation scindée en mode virtuel pour le praticien en formation à distance qui va s'occuper d'une tâche plus spécifique. Alors voilà. Alors comment finalement trouver des réponses à mon questionnement, donc que je vous ai posé au tout début de ma présentation? Alors, ce que j'ai fait une petite enquête, j'ai fait une étude de cas auprès d'un praticien en formation à distance qui a vécu justement ce passage-là, qui a été un enseignant en présentiel et qui a bifurqué vers l'enseignement en mode tutoral pour justement aller documenter et valider
les enseignements ici pour voir est-ce que comment il a géré ce changement à ces différents niveaux, comment il se l'est approprié et qu'est-ce qui pouvait m'apporter de nouveau comme élément de connaissance, qu'est-ce qu'on pouvait voir, qu'est-ce qui pouvait en émerger. Alors, donc, c'est ce que je vais aussi vous présenter aujourd'hui, les résultats de cette étude de cas que j'ai fait auprès de ce praticien. Alors, j'ai fait une entrevue dirigée avec comment je pourrais dire, un formulaire de questions bien spécifique que j'ai, comment dire, que j'ai préparé. C'est un formulaire de questions qui est issu de ma revue de littérature. Et j'ai mis ici, j'ai fait une enquête auprès de cette personne-là en fonction de ces différents indicateurs. Donc, je lui ai posé des questions sur la préparation pédagogique, l'horaire de travail, la maîtrise des contenus, l'investissement intellectuel, le lieu de travail, le rapport des apprenants et apprenantes à l'apprentissage, le rapport des praticiens-praticiennes à l'enseignement. Donc, tout ça dans le but de comprendre de quelle manière il gère le changement de son passage du présentiel à la formation à distance. Alors, ici, avant de présenter les résultats, juste pour voir un peu comment, de quelle façon j'appréhendais la gestion des changements en formation à distance. Donc, comment finalement le praticien et la praticienne en formation à distance va atteindre ses objectifs dans la transmission des savoirs. Le changement, donc, le lien que je fais, c'est au niveau sur le plan des nouveaux modes d'enseignement, des nouvelles formes de prestation des enseignements, l'adaptation à de nouvelles situations et autres clientèles étudiantes. Donc, c'est le changement observé par rapport justement à ce passage-là du présentiel à la formation à distance qui m'a interpellée. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi les praticiens-praticiennes en formation à distance, plus spécifiquement les professionnels de tutorat, parce que ce sont les acteurs, à mes yeux, qui sont les plus visibles du fait que, donc, on peut, du fait qu'ils vont être auprès d'eux pour les amener vers la réussite académique, mais c'est aussi une communauté professionnelle. Les praticiens-praticiennes en formation à distance partagent aussi des valeurs communes, une mission éducative axée beaucoup dans le travail quotidien sur la persévérance, la réussite scolaire et aussi ils se distinguent aussi du fait qu'ils vont utiliser couramment dans leur pratique les technologies de l'information. Donc, il y a un langage commun qui les réunit. Alors, je vais vous présenter maintenant les résultats de mon étude de cas. Donc, j'ai interviewé un tuteur en formation à distance qui a 35 ans d'expérience à l'Université TÉLUQ. Il a aussi 32 ans d'expérience à la polyvalente Lucien Pagé. Il a été aussi coordonnateur pendant 10 ans à l'Université TÉLUQ. Et les cours dans lesquels il intervient actuellement, à titre de tuteur à la TÉLUQ, ce sont les cours difficultés d'apprentissage, clarification des valeurs, évaluation des apprentissages et gestion classe. Donc, je trouvais il avait vraiment un profil intéressant pour me permettre de faire des observations de la manière dont il avait été amené à gérer ce changement du passage du présentiel en formation à distance. Donc, comparons maintenant le présentiel et la formation à distance par rapport à mes différents indicateurs. La préparation pédagogique au niveau de la formation. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez suivi une formation avant de pratiquer votre métier? Et donnez-moi, j'aimerais que vous me disiez, que vous compariez votre expérience par rapport au présentiel et en formation à distance. Donc, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il a eu une formation en présentiel. On a exigé de lui qu'il suive une formation en enfance inadaptée pour plusieurs raisons, notamment du fait qu'il enseigne à des malentendants. Donc, ça demandait une formation spécialisée. Et quand il a commencé sa pratique de tutorat en formation à distance, il n'y avait pas de formation comme telle, ça se faisait directement sur le tas.
Il allait directement dans les établissements d'enseignement pour faire ses rencontres avec les apprenants. C'est simplement à partir qu'il me disait des années 2000 qu'il a commencé à recevoir, à avoir une formation de l'établissement, donc de l'Université TÉLUQ. Donc, de quelle manière ça se passe, c'est que dès qu'il est accepté pour encadrer des étudiants dans un cours donné, on va lui donner une formation préparatoire de 3 heures où on l'informe du contenu du cours, des activités notées. Ça peut aussi être les cours où se situe le cours dans lequel il intervient, donc le programme, l'ensemble des cours du programme. Donc, il y a eu un changement, mais ce qui est intéressant dans son témoignage, il avait quand même 35 ans d'expérience à l'Université Luxe, c'était qu'au départ, il n'y avait pas du tout de formation. Et ça se faisait directement dans les établissements d'enseignement où il avait à se déplacer, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, je lui ai parlé des tâches. Est-ce que vous pourriez nous parler du changement que vous avez observé de ce passage du présentiel à la formation à distance? Alors là, c'est sûr qu'en présentiel, il y a tous les aspects de la préparation de cours, que ce soit les plans de cours, les matériels didactiques, les examens, les corrections des travaux à des périodes fixes, les journées pédagogiques. Exemple, il peut y avoir 7 à 8 journées pédagogiques en présentiel, alors qu'en formation à distance, il se concentre davantage sur la préparation des corrigés, contact de démarrage téléphonique suivi par courriel. Il répond aux questions des apprenants et apprenantes, fait des lectures aussi sur le contenu de la matière du cours, la recherche de documentaires et la correction des travaux. Exemple, la recherche documentaire, par exemple, si parfois les apprenants vont avoir un travail de recherche à faire, c'est sujet libre. Donc, parmi une liste de 20 sujets, 20 possibilités, le tuteur peut donc, l'apprenant pourra choisir un seul sujet, ce qui va amener le tuteur à faire une recherche pour valider le choix du sujet de l'apprenant. Donc, l'horaire de travail. Maintenant, pouvez-vous nous parler de ce changement-là, de cet horaire de travail du présentiel à la formation à distance? Donc, en présentiel, il commençait à travailler à 8h30, il terminait à 11h20, pause pour l'heure du repas, et il reprenait à 12h30 jusqu'à 15h30. Il enseignait différentes matières, dont l'informatique, l'anglais, le français, les mathématiques et autres tâches, s'occupait aussi de la préparation des travaux, des examens, de la correction, alors qu'en formation à distance, il travaillait davantage, moins maintenant, mais au début des années 80, davantage en soirée. Et à partir de 2000, il a modifié son horaire de travail. Il commence à 7 heures le matin pour terminer à midi. Donc là, on voit un changement quand même intéressant au niveau de l'horaire de travail, dans le sens qu'il est hors des enceintes de l'établissement d'enseignement. Il organise son horaire de travail de manière autonome. Et c'est un tuteur je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un tuteur à temps partiel qui a une centaine d'étudiants par trimestre. L'été, c'est 90 étudiants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tuteur à gros volume, dans le jargon des personnes tutrices, on parle de tuteur à gros volume, ou, comme j'ai entendu ce matin, des tuteurs qui ont de grosses cohortes d'étudiants. Donc, ça peut quand même être, la personne tutrice peut encadrer de 200, 250, 300 étudiants. Donc, dans son cas, son horaire est organisé par rapport au nombre d'assignations qu'il a. Donc, mais en parlant de l'horaire de travail, ces éléments qu'on voit au tableau, ces 6 éléments-là, contrôle sur le travail, absence au travail, période de repos, dimension émotionnelle, assiduité et organisation au travail, c'est ce qu'il a fait ressortir. C'est ce qu'il a fait ressortir dans ses réponses à mes questions et que j'ai fait émerger en parlant des changements de son horaire de travail. Donc, différents aspects
qui ont changé dans sa manière de travailler et qui possiblement aura aussi à gérer. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Contrôle sur le travail. Pour sa part, il dit qu'il a plus de contrôle quand il enseigne en présentiel et il a un peu moins du fait qu'il planifie tout le travail. L'enseignant en présentiel planifie, organise, comme je l'ai dit, l'ensemble de ses tâches. Comment je pourrais dire, il conçoit le cours de A à Z, détermine les périodes d'examen, etc., etc. Alors qu'en formation à distance, il a moins de contrôle. Il y a un rapport de dépendance qui s'instaure avec l'apprenant pour la remise des travaux. C'est sûr que les apprenants ont des dates butoirs pour la remise des travaux, mais on axe beaucoup, la formation à distance, on axe beaucoup l'importance de donner beaucoup de souplesse aux apprenants, de flexibilité pour leur permettre de concilier leur activité professionnelle et familiale et aussi de concilier tout ça avec la poursuite de leurs études. Ce qui fait que même s'il y a des dates butoirs, ça arrive souvent que les travaux sont remis en retard par rapport à la date qui était prévue. Et c'est la même chose pour les examens. Comme on est à inscription en continu, donc il peut y avoir des apprenants qui vont s'inscrire à tout moment dans une année, ce qui fait que il ne peut pas planifier la réalisation comment je pourrais dire, la période des examens de la même façon. C'est planifié d'une façon différente selon la date de début de cours de l'apprenant ou de l'apprenante. Donc ça, c'est un premier élément qui était intéressant à voir. L'absence au travail. Donc, par exemple, l'enseignant qui s'absente au travail est remplacé en cas d'absence. On peut même prévoir un plan de travail pour qu'il n'y ait aucun impact sur l'apprentissage de l'apprenant. Alors qu'en formation à distance, il n'y a pas de remplacement, le retard, le travail va s'accumuler et donc on parle d'accumulation du travail en retard. Donc, les périodes de repos, il y a aussi des différences. Il m'expliquait qu'en présentiel, après 16 heures, sa journée de travail était terminée, sauf en début de carrière, parce qu'il y avait un peu plus de mobilité à l'intérieur de l'établissement du fait qu'il pouvait enseigner plusieurs matières différentes sans être certain qu'il allait pouvoir continuer d'enseigner ces matières-là. Alors, donc, mais disons que sa journée de travail en général se terminait à 16 heures. La correction des travaux en formation à distance, elle est continuelle dans la mesure où, comme je vous ai expliqué, le fait que ce soit des inscriptions en continu, alors le tuteur ou la tutrice reçoit constamment des travaux à corriger. Donc, les périodes de repos, on y pense un peu moins, tout dépendant encore là du nombre d'assignations qu'on a, du nombre d'apprenants qu'on encadre. Donc, il a mis en relief ça. Les dimensions émotionnelles, il a fait davantage ressortir qu'est-ce que ça impliquait pour le praticien en formation à distance. C'est peut-être des difficultés d'adaptation aux outils technologiques, une certaine solitude aussi dans l'exercice du travail. Maintenant, ce qu'il a fait ressortir aussi, que je trouve assez intéressant, peut-être que c'est plus nouveau par rapport à ce que j'ai observé dans la littérature, c'est au niveau de l'assiduité. Donc, l'assiduité, on peut ici faire un synonyme avec la discipline au travail, dans le sens que en présentiel, elle va de soi, parce qu'on parle d'une structure, d'un établissement d'enseignement avec des horaires qui sont planifiés, donc une structure bien, si on veut, organisée, où le mode d'organisation du travail de l'enseignant est aussi donc organisé, alors qu'en formation à distance, pour le praticien, ça nécessite une gestion personnelle du temps de travail. Donc, et l'assiduité ici, elle est très importante dans le sens que si le praticien, ne se donne pas cette discipline, bien, il en résulte du retard dans l'exercice de ses tâches, donc les corrections qui s'accumulent, les difficultés d'arriver à bien gérer
les apprenants qu'il doit encadrer. Donc, on parle ici d'un suivi c'est pas que la correction, c'est répondre aux courriels, c'est de les appeler, c'est aussi parfois de faire des rencontres virtuelles, plus la correction. Donc, s'il n'y a pas d'organisation au niveau s'il n'y a pas d'assiduité, il peut en résulter des difficultés importantes. Et quand on parle de gérer le changement, quand on parle du passage du présentiel à la formation à distance, ben, de pouvoir gérer son travail, de pouvoir bien l'organiser, c'est fondamental. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que on dit à nos apprenants, vous devez être autonome. Tout repose sur vos épaules. Nous, on vous donne le cadre de travail, le cadre de la formation, mais c'est vous qui devez vraiment là, vous approprier votre formation. Puis on se rend compte que même du côté des professionnels qui font l'encadrement, bien, il peut y avoir presque une problématique semblable qui se présente. Par exemple, ils peuvent avoir des problèmes de procrastination, de remettre au lendemain du fait on a moins cette impression-là d'une structure organisante pour le travail. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Maintenant, l'organisation du travail, donc, il a fait part des difficultés à bien s'organiser, des difficultés à comprendre la structure du travail. Donc, il faut comprendre que quand on est à la périphérie d'une organisation, on n'est pas à l'intérieur. C'est sûr qu'on peut faire quelques téléphones dans la journée quand on a des difficultés, mais ce n'est jamais comme être, dans une organisation où on côtoie des collègues, où on voit l'ensemble du fonctionnement de la structure, comment elle est organisée, ses différents paliers hiérarchiques. Ça n'existe pas. Ça existe, mais ce n'est pas visible de la même façon quand on est en formation à distance, quand on fait du tutorat. Alors, pour certaines personnes, ça peut être difficile de ne pas avoir de structure, de ne pas voir que d'autres personnes dépendent de notre travail comme quand on le fait en entreprise. Quand on est en entreprise, comment je pourrais dire, d'autres professionnels peuvent compter sur notre travail pour être capables de réaliser eux-mêmes leur propre travail. C'est comme une chaîne. Cette division du travail-là, elle est moins visible en formation à distance. Alors, et ça peut faire en sorte que certains praticiens vont avoir aussi certaines difficultés à bien s'organiser du fait qu'ils sont à la périphérie, ils sont à l'extérieur. Donc, voilà. Alors, je lui ai posé la question aussi, comment êtes-vous parvenu à gérer ces changements? OK? Merci beaucoup. Alors, donc, pour le contrôle sur le travail, je reprends des extraits de ces témoignages. Je travaille de façon continue et au fur et à mesure du dépôt des travaux dans le pigeonnier, je les corrige. Donc, on retient, je travaille de façon continue. Absence au travail. Si je m'absente, je reprends le travail après mon retour afin de ne pas accumuler de retard. Période de repos. Même en vacances, je travaille, puis ça, on entend souvent ça, que les professionnels travaillent toujours. Donc, même en vacances, je travaille afin de ne pas prendre du retard, car autrement, le travail risque de s'accumuler à mon retour et d'augmenter considérablement ma charge de travail. Pour les dimensions émotionnelles, j'ai rien retenu dans ces propos. Au niveau de l'assiduité, j'ai développé une routine de travail très structurée à laquelle je me tiens à chaque jour. Donc, les autres indicateurs que j'avais mentionnés antérieurement, la maîtrise des contenus et versus l'investissement intellectuel, il dit que ça s'équivaut en termes d'investissement intellectuel, mais pas pour les mêmes raisons. Au niveau du présentiel, c'est pour la préparation de cours, alors qu'en FAD, c'est plutôt pour être capable de fournir des explications plus approfondies aux apprenants et aux apprenantes. Le lieu de travail, c'est sûr qu'on est dans l'établissement d'enseignement présentiel, mais à l'extérieur, en tutorat, c'est le domicile ou d'autres lieux, tout dépendant des déplacements qu'il a à faire. Lui, il était à la table pédagogique, donc il fait son tutorat parfois aussi, à l'extérieur de son domicile. Et le rapport de l'apprenant à l'apprentissage,
Donc, ce qu'il semblait dire, c'était que, ça peut peut-être intéresser certaines personnes, mais il a ressenti que certains apprenants, suite à une pression des employeurs, vont suivre une formation à distance. Et il ressentait que cette pression-là était plus forte que l'idée d'aller suivre une formation pour apprendre, pour s'enrichir, etc. Donc, la note est plus importante. Le sentiment d'obligation ou de suivre la formation aussi est plus important. Donc, ça se manifestait plus selon ce qu'il a perçu. Maintenant, le rapport du praticien-praticienne à l'enseignement. Donc, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Il y voit des avantages et des désavantages, plus de contact avec le personnel et avec les apprenants en présentiel et moins de contact, bien sûr, en formation à distance, qui peut causer éventuellement du découragement. Et en guise de conclusion, je reviens sur ma question. Qu'implique le passage du présentiel à la formation à distance pour les praticiens et praticiennes, sur laquelle j'aimerais que, si vous avez des expériences à partager, qu'on y revienne. Moi, ce que j'ai retenu, c'est du fait de cet horaire atypique-là dont je vous ai parlé, ce que ça nous amène à comprendre, c'est que il y a des compétences qui doivent être à développer pour gérer le changement. On n'en sort pas. Et ces compétences, c'est d'être capable d'organiser son travail, de pouvoir développer son assiduité, sa discipline, d'être autonome, de pouvoir s'adapter de façon continue à des nouvelles procédures. Donc, ça prend, autrement dit, ça prend des compétences presque spécifiques pour être capable de gérer le changement. Du fait des caractéristiques même de la pratique de tutorat, celle-ci n'est pas exempte d'embûches au niveau de donc les caractéristiques même de la pratique. C'est une pratique autonome qui repose finalement sur le praticien. Ça prend quand même, comme je l'ai dit, une discipline personnelle et c'est aussi une charge de travail sur laquelle il a moins de contrôle. Donc, ça fait partie. Donc, il peut en résulter une désorganisation du travail, un manque d'assiduité, une accumulation de retard. Donc, il y a des compétences à développer au niveau des praticiens-praticiennes pour qu'ils soient capables de bien exercer leurs tâches, si on veut. Alors, le changement aussi est partie intégrante de la tâche parce que c'est vrai que les outils se développent, c'est vrai que les informations sur les changements au niveau des outils peuvent se produire à la dernière minute sans qu'il y ait nécessairement de préparation préalable. Et il faut s'adapter, ça fait partie finalement de la tâche, il faut être ouvert par rapport à ça. Alors, pour ma discussion, moi, ce que l'idée, c'était de voir avec vous de quelle manière, par rapport à ce que je vous ai présenté, si vous aviez des expériences vécues, comment vous avez été amené à gérer le changement dans votre travail, si vous avez vécu ces expériences-là du passage du présentiel à la formation à distance, est-ce que vous avez vécu des embûches? Est-ce que vous avez senti une nouvelle façon de faire, un peu dans le même optique ou le même esprit que ce que je vous ai présenté au niveau de mon étude de cas? Merci beaucoup. Alors, depuis 2 jours, on entend parler de la gestion du changement en formation à distance. Et là, on vient d'avoir des résultats d'une expérimentation de gestion du changement du présentiel à la FAD. Alors, je vous laisse, si jamais vous voulez répondre, est-ce qu'il y en a qui ont vécu des expériences de changement du présentiel à la FAD et se sont butés à des embûches, comme on dirait? On peut vous entendre. Oui. Bonjour. Je pense que ces résultats doivent être, rapportés à plusieurs éléments qui interviennent dans cette question. D'abord, au modèle de tutorat adopté. Ici, il semble que c'est un modèle qui est assez rigide, qui ne donne pas beaucoup de latitude à celui qui tutoire.
il doit être aussi rapporté au public qui est tutoré. Tutorer un étudiant, par exemple, en 12e année, ce n'est pas du tout tutorer, par exemple, un adulte de 40 ans qui suit une formation à distance. Cela, il faut que ça soit rapporté aussi aux fonctions attribuées au tuteur. Selon les dispositifs de formation à distance, on peut demander au tuteur d'être, par exemple, un tuteur disciplinaire. Autrement dit, il répond aux questions qui ont un rapport avec la discipline qui est enseignée, etc. Mais on peut lui dire, ne réponds jamais à ce type de questions. Ces questions-là relèvent du concepteur et non pas du tuteur. Toi, ton rôle, c'est d'apporter du soutien psychologique, peut-être du soutien technique, mais jamais un soutien disciplinaire. Donc, pour résumer, je pense que ces résultats sont intéressants, mais ils le seraient encore plus si on pouvait voir si le passage du présentiel à la formation à distance est le même en fonction des modèles pédagogiques et des dispositifs de formation à distance. Personnellement, j'ai été tutoré et en même temps, j'ai eu à tutorer. J'ai tutoré dans plusieurs dispositifs, au moins pendant 4 ou 5 ans. Mais j'ai suivi une formation à distance, totalement à distance, et j'ai eu plusieurs types de tuteurs. Mais ces tuteurs intervenaient dans un cadre qui est extrêmement clair et dans un modèle pédagogique socio-constructiviste où ils n'avaient pas à donner eux-mêmes, mais c'est nous. Et j'avais à ce moment 45 ans, peut-être, ou 46 ans, mais jamais le tuteur n'a essayé de m'apprendre quelque chose. Il a plutôt essayé de remplir des fonctions qui ne sont pas celles de... Donc, je pense qu'on devrait rapporter ça. Merci. En fait, ce que je peux vous répondre, effectivement, vous avez raison, c'est que le tuteur, par exemple, à l'Université TÉLUQ, le tuteur a quand même le statut de chargé de cours. Alors, c'est pas essentiellement un correcteur. Moi, je fais du tutorat aussi au Collège de la Cité et il n'y a pas de professeur au-dessus de moi. Pour les apprenants, je suis leur enseignante d'une certaine façon. Donc, je fais des rencontres virtuelles, je donne des explications et tout ça. Je ne suis pas qu'une correctrice, je fais aussi de l'enseignement. J'ai enseigné, j'ai donné un cours d'activité de synthèse à l'Université canadienne au Congo, qui est située en République démocratique du Congo l'an passé. Et j'ai fait un enseignement à distance. J'avais ma classe via Skype. Là, je faisais vraiment de l'enseignement en présentiel, si on veut, mais à distance. Donc, vous avez raison. C'est vraiment selon le mode, mais il y a quand même quelque chose qui est à scruter au niveau du développement professionnel de ces gens-là de ces professionnels-là qui se retrouvent à la périphérie. Et c'est ce que j'ai voulu voir aussi. Merci. Est-ce qu'on a une question sur le web? Oui. Oui, d'une participante de Toulouse, en France, qui dit que pour sa part, elle distingue la fonction d'enseignement de la pratique tutorale versus des pratiques tutorales qui lui semblent assez diverses. Donc ça revient un peu à ce que je disais, qu'il y a beaucoup de variétés, que ça dépend des établissements d'enseignement, mais c'est peut-être aussi une des raisons du fait que c'est en émergence encore la formation à distance. Il y a quelque temps, on parlait de, je sais pas, j'ai pas suivi ce dossier-là, mais on parlait aussi de concevoir un certificat en tutorat pour former des gens spécialement, spécialement pour encadrer des étudiants. Alors, donc, on est aussi dans quelque chose, c'est une réflexion. Donc, effectivement, il y a différents cas de figure. D'autres commentaires, Denis? C'est bon? Alors, ici, dans la salle, tout est beau. Merci beaucoup.